Bonjour tout le monde, bienvenue à ce sixième épisode de Mindset Croissance. Aujourd'hui, on a vraiment un gros sujet pour vous. On va parler d'entraînement en résistance. Mathieu, futur chercheur, a fait ses recherches. Il est motivé. Il a fait des recherches pendant des heures, pendant des jours. Puis il nous est arrivé avec la meilleure littérature sur le sujet d'entraînement en résistance. Comment ça va, Mathieu, aujourd'hui? Ça va super bien. Puis, hey, tout le monde, n'oubliez pas de suivre le podcast sur Spotify si vous voulez pas manquer les prochains épisodes, puis être notifié quand on poste un nouveau. Environ un à chaque semaine, dépendamment de Yep, notre horaire, ce qu'on est capable de faire. yep. On est Fait sur une que, très bonne lancée en ce moment. On est rendu déjà à notre sixième épisode. On est juste au mois de mai. Ça fait un mois qu'on a parti le projet. Pour vous donner une idée, on est rendu environ à 30 écoutes au moment où on se parle. On a 9 abonnés. Honnêtement, on pensait jamais en avoir plus que 3. on Donc, a le vent dans les voiles. ouais, ouais, on est sur vraiment une séquence. Et donc là, aujourd'hui, ben, on va parler d'entraînement en résistance. Puis, dans le fond, là, les gens vont dire, mais pourquoi faire l'entraînement en résistance? Tu sais, il y en a qui veulent juste s'entraîner pour être en santé, ils veulent juste faire du cardio, souvent c'est ça qu'on entend. Ils veulent pas développer une masse musculaire comme Arnold Schwarzenegger, ils veulent pas être musclés comme nous autres, Mathieu, ils veulent juste faire du sport pour être en santé. Qu'est-ce que tu leur réponds à ces gens-là? Ben, d'abord, si on regarde les recommandations du gouvernement du Canada sur l'activité physique, c'est écrit 150 minutes d'activité physique modérée à vigoureuse. Fait que ça serait ton activité aérobique, ton cardio classique. Mais ça mentionne aussi que c'est pertinent de faire au moins 2 fois par semaine de l'exercice de résistance. Hmm. Fait que là, c'est quoi de l'exercice de résistance? Pourquoi il faudrait faire ça? C'est quoi les avantages? Pourquoi ça me mettrait en santé? Fait que l'exercice ou l'entraînement en résistance, dans le fond, c'est un entraînement qui est contre une résistance, puis ça va provoquer une contraction des muscles contre une résistance qui est externe, qui va créer une augmentation de la force, de la masse et de l'endurance musculaire. Puis, par exemple, ça peut être fait de plusieurs façons. Ça peut être classique, aller au gym, soulever des poids, tirer des poids, pousser des poids. Ça peut être fait avec notre poids corporel, comme par exemple faire des push-ups, faire des redressements assis. Puis ça peut aussi être fait avec des bandes de résistance, un peu n'importe quel objet qui a un certain poids, de la gravité, puis qui va exercer vraiment une force là, contre notre muscle, qu'on a besoin de contracter pour aller à l'encontre de cette force-là. Puis, et évidemment, si on veut que ça soit efficace, ça se doit d'être difficile, puis d'être un certain défi quand même à compléter les répétitions, les séries, parce que si c'est trop facile, ben c'est pas une résistance qui est assez élevée pour considérer ça comme de l'entraînement. Fait que le but de ça, de cet entraînement-là, c'est que ça va provoquer une augmentation de la masse musculaire, qu'on appelle aussi hypertrophie musculaire, puis aussi, avec ça, une augmentation de la force et de l'endurance musculaire. Quand tu parles d'hypertrophie, ça serait quoi le range le meilleur range à être pour en termes de répétition? Là? Parce que, tu sais, mettons, tu as parlé de hypertrophie, de force et d'endurance musculaire. Moi, tout de suite, dans ma tête, ce que je vois, c'est les différences entre les nombres de répétitions à faire pour les différents types d'entraînement qu'on pourrait faire. Là. Ben, dans le fond, quand on va dire d'hypertrophie, ça va être environ autour de 5 à 30 répétitions par série. Je pense qu'on l'avait déjà mentionné dans un autre podcast. C'est vrai, c'est vrai. Puis c'est pas que de 1 à 5 répétitions, ça fonctionne pas. C'est juste que faudrait faire vraiment plus de séries pour avoir le même stimulus que si on le faisait avec plus de répétitions par série. Fait que, à ce moment-là, c'est ça. Puis aussi, inversement, on avait dit que la force, c'était comme 5 et moins. Mais en même temps, ça va travailler la force, veut pas aussi d'aller dans le range de 5 à 30. C'est Mhm. juste que ça va peut-être moins travailler au niveau neuronal et plus au niveau d'acheter de la masse musculaire. Puis acheter de la masse musculaire tout court, ça augmente la force, veut pas. Non, Fait c'est sûr. que c'est ça. C'est sûr. Ben, tu sais, si on regarde, par exemple, moi, t'as sorti une meilleure réponse que ce que je m'attendais. La réponse était plus intelligente que la question, la vérité, là. Parce que moi, dans ma tête, quand je pensais d'hypertrophie, je pensais au fameux Jay Cutler qui est comme 3 sets of 8 to 12 repetitions. À chaque vidéo de Jay Cutler, si vous allez voir ses YouTube Shorts à Jay Cutler, qui est faut expliquer à nos auditeurs, c'est un ancien bodybuilder dans les débuts des années 2000, il était dans une grande rivalité à cette époque-là avec, avec Ronnie Coleman.
Donc, Ronnie Coleman qui a gagné 8 fois Monsieur Olympia, qui est probablement le meilleur bodybuilder de l'histoire. AJ Cutler, il finissait tout le temps deuxième contre Ronnie. C'était vraiment triste pour lui, mais qu'est-ce que tu veux pas faire autrement? AJ Cutler, qui est aussi un des meilleurs bodybuilders de l'histoire, si lui, il dit 3 séries de 8 à 12 répétitions, la vérité, c'est que c'est des séries qui vont être efficaces pour l'hypertrophie. Mais ta réponse, Mathieu, m'a vraiment enchanté. 5 à 30 répétitions, c'est vraiment la meilleure réponse si on se fait à la littérature scientifique. Sinon, en force, c'est ça. On peut aller de 1 à 5 répétitions, vraiment. C'est là que les meilleures adaptations de force vont être remarquées. Là, quand j'ai fait mon training de powerlifting, c'était vraiment là-dedans que je me situais. Puis j'ai également eu une phase en endurance musculaire où je faisais plus du calisthenics, donc l'entraînement au poids du corps. Et là, je faisais des squats seulement avec mon poids de corps, des push-ups, des pull-ups. Et je me rappelle d'une période où je m'entraînais pour augmenter ma capacité à faire des push-ups. Je me rappelle avoir fait le challenge de 1000 push-ups en 1 heure. Là, tu sais. J'avais même complété, je pense, 1200 push-ups en 1 heure dans mon pic vraiment d'endurance musculaire. Mais à cette époque-là, c'est ça que je faisais. De 3 à 5 fois par jour, je faisais des séries d'environ 40 à 60 push-ups d'affilée. Là. Vraiment, c'était ça. C'était ça qui était spécifique dans mon entraînement. Et à ce moment-là, vraiment, mon endurance musculaire était probablement à son pic. Puis là, aujourd'hui, j'aurais de la misère à faire. Je pourrais plus faire 1200 push-ups en 1 heure, ça serait impossible. Mais c'est là qu'on voit que euh, peu importe, peu importe ce qu'on fait entre l'hypertrophie, la force ou l'endurance musculaire, dans les 3 cas, on va être capable de développer de la masse musculaire, la force, l'endurance, peu importe où on se situe là-dedans. Mais c'est sûr qu'il y a des zones qui sont un petit peu plus spécifiques, comme on vient de mentionner. Mm. Ouais, puis, tu sais, le 8 à 12, tu sais, dans la littérature un peu plus classique, ça a toujours été le range pour l'hypertrophie. Puis, bien qu'on sait que c'est comme vraiment plus large que ça, c'est quand même un bon endroit là, pour les gens qui sont débutants, dans le sens que c'est pas trop lourd, que c'est comme vraiment difficile, mais en même temps, c'est pas trop beaucoup de répétitions, que c'est vraiment long à faire. Fait que ça va quand même vite pour faire ces séries-là. Puis, c'est super efficace. Puis aussi, il y a, si on recherche vraiment à être précis dans notre perception d'effort, je pense que j'avais lu que les gens sont vraiment précis à identifier à combien de répétitions ils sont de l'échec musculaire entre 5 et à peu près 12 répétitions. Fait que si on est dans Il y ce avait une meilleure range-là, relation, il y avait une meilleure corrélation de leur perception à c'est l'effort dans ça. ce range-là. Ouais. Fait que, tu sais, mettons que je dis, ah, moi, je veux faire une série avec 2 répétitions en réserve avant l'échec musculaire, ben, il y a plus de chances que je sois précis si je suis entre 5 et 12 répétitions que si je fais 20 répétitions, mais ça se peut que finalement, j'aurais pu en faire 4 de plus parce que la perception est plus difficile à ce moment-là. Non, non, c'est clair. Parce que si, mettons, on veut se situer, par exemple, dans ton exemple, à deux répétitions en réserve, si, mettons, on vise 10, puis là, on arrive à 8, c'est quand même facile à gager versus si tu en fais 30 à 28 ou à 29, tu ne sens pas vraiment la différence. C'est beaucoup de répétitions. Donc, ça revient à mon exemple de push-up. Là, tu sais, la différence entre faire 40 et 41 push-ups, ça ne fait pas une grosse différence. Dans ce range-là, tu es vraiment rendu à dire, ben, j'en fais-tu 40 ou 45? C'est ça, Tu sais, comme c'est plus ça. Là. C'est vraiment difficile à juger. parce que si tu arrives à l'échec musculaire à 8 répétitions, c'est parce que tu n'as plus la force nécessaire pour pousser. Tandis Ouais, que rendu à 40, c'est plus que il y a tellement de métabolites dans tes bras puis dans tes ouais, pectoraux que ça brûle. Fait que c'est comme, OK, à quel moment je suis tanné puis je veux abandonner parce que c'est trop, ça fait trop mal, tu sais. c'est ça. C'est comme l'entraînement de CrossFit. Là. C'est vraiment là, les Ouais, adaptations métaboliques là, qui font ça te brûle. Tu as cette sensation de brûlure-là. Versus si tu te situes dans une zone plus basse, dans le 1 à 12 répétitions, tu n'as pas vraiment de brûlure. Là. Il y a moyen de rendre ça vraiment difficile, là, surtout si on augmente notre temps sous tension. Là, tu sais. Si on fait 12 répétitions puis la série elle dure 1 minute, là, vraiment, on va sentir plus de brûlement. Mais si on fait nos 12 répétitions rapidement, pas grand-chose qui se passe en termes de, non. de brûlure musculaire. Mais je trouve ça important quand même de mentionner que l'entraînement de résistance, si on veut que ce soit efficace pour l'hypertrophie, pour l'augmentation de la force, c'est, c'est aussi bon de 5 à 30 répétitions parce Mm. que je sais que s'il y a des gens qui sont
vraiment débutants ou qui sont plus âgés, puis qui n'ont pas nécessairement le goût de prendre un peu un risque, on veut pas, de prendre des poids plus lourds, ben, c'est vraiment possible de prendre des poids plus légers, puis de faire plus de répétitions, puis d'arriver à un résultat qui est sensiblement pareil, avec un peu moins de risque de se blesser. Si c'est des gens qui sont plus âgés ou qui sont vraiment, vraiment débutants, puis qui ils veulent, en tout cas, ils veulent pas se blesser, c'est Ah vraiment non, possible de prendre un poids plus léger, puis ça va faire la même chose. ben, c'est sûr, c'est une situation qu'on remarque dans beaucoup d'athlètes là, qui ont fait. Je pense à par exemple Greg Doucette qui faisait du powerlifting. Là, pendant longtemps, il se situait vraiment dans des zones de maximum 10 répétitions par série là, dans ses plus vieux vidéos. Puis là, aujourd'hui, là, il fait du 12, 15, 20, 30 répétitions. Puis il s'est même lancé plus dans le vélo, là, qui est vraiment un autre truc complètement. Là, tu sais, il est dans un entraînement en aérobie, là, ce qu'on ne parlera pas aujourd'hui. Mais vraiment, c'est là qu'on voit que quand on est plus jeune, souvent, on a tendance à aller plus s'entraîner en force, en hypertrophie. On veut lever des gros poids, puis tout. C'est ça qui est Hmm. intéressant à cet âge-là. Mais c'est vrai qu'en vieillissant, ça pourrait être plus sécuritaire d'aller aller plus vers le 30 répétitions que le une répétition, là, on s'entend. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, quand on est jeune, on a le goût, puis en même temps, on est nos tissus, nos tendons sont un peu plus Mhm. résistants aussi. Permettre, ouais. Fait qu'on peut se le Sam permettre Sulek. peut-être un peu plus. Sam Sulek. Exact. Ouais, lui, c'est à Exactement. l'extrême, mais oui, Ouais, c'est ça. c'est ça. Donc, dans le fond, si on fait un petit résumé du contenu aujourd'hui, dans le fond, pour l'entraînement en résistance, on a 5 gros points qu'on veut vous parler. Le premier, ça serait que les gens qui font de l'entraînement en résistance ont tendance à avoir une meilleure masse musculaire, avoir plus de masse musculaire, avoir plus de force. Et cette masse musculaire-là, cette force-là va permettre de les faire vivre plus longtemps. Également, l'entraînement en résistance va venir améliorer la santé métabolique. Euh, Également, pour avoir troisième point, pour avoir un vieillissement qui est en santé, ben, faut faire de l'entraînement en résistance. Ça va également améliorer notre qualité de vie. Après ça, l'entraînement en résistance va aussi permettre de résister aux traumatismes puis aux maladies plus aiguës. Ça, c'est un point très important, surtout quand on va vieillir. Et finalement, ben, un point qu'on a tendance à oublier, c'est pas seulement la santé physique que ça va nous améliorer, l'entraînement en résistance, mais aussi la santé mentale. Donc, Mathieu, est-ce que tu veux débuter avec notre premier point qui est la masse musculaire et la force musculaire vont nous permettre de nous faire vivre plus longtemps? Qu'est-ce que la Oui, littérature dit à ce sujet-là? juste avant de commencer, juste mentionner que, premièrement, on a, tu sais, veux pas, même si j'ai lu la littérature, puis je vais chercher les vraies sources, faut quand même mentionner qu'on a un peu des biais, moi puis William. Les Ah ben oui. deux, on est Ben des oui. gars qui s'entraînent, puis on aime ça, puis on veut encourager le plus de monde possible à s'entraîner parce que, tu sais, on trouve que c'est le fun, puis que c'est important. Fait que c'est sûr que j'ai ce biais-là de dire, ah, moi, je pense que c'est, tu sais, j'aime ça m'entraîner. Fait que je me dis, ah, j'ai peut-être quelque chose qui me dit que c'est plus important que ça l'est. Mais en même temps, je vais essayer d'être vraiment objectif là, dans ce que j'ai trouvé Ouais, là, dans dans tes les derniers qualités. jours, ce que j'ai fait de ma recherche. Fait que, Parce que. Ouais, vas-y, vas-y. vas-y, William, qu'est-ce Ouais, que tu ben, dit? parce que dans le fond, pour nous, l'entraînement à résistance, ça fait partie de nos vies. Dans mon Exact. depuis environ 6 ans, c'est vraiment une partie majeure de ma vie. Ça occupe mes activités sportives à chaque semaine. Je mets de la place pour ça versus d'autres activités. Tu sais. J'ai arrêté de faire de la course pour transitionner plus vers l'entraînement au gym et tout ça. Donc vraiment, de ne pas en faire, c'est quasiment une punition pour nous autres, là, tu sais, des semaines où on va faire des deloads, c'est vraiment triste, là. On a vraiment le goût d'aller au gym, de lever du poids pesant. Pour ma part, c'est vraiment ça qui me motive dans la vie. Fait que là, c'est sûr que nous autres, l'entraînement à la résistance, on est déjà vendus à ça, mais on va essayer de vous le vendre à vous aussi, ceux qui pratiquent pas ça, qui connaissent moins ça un petit peu, qui sont vraiment intimidés par l'idée d'aller au gym, d'être avec des gros gars qui crient, qui, tu sais, qui poussent de la fonte. La réalité, c'est que tout le monde a sa place dans un gym. Tout le monde a la possibilité de débuter de l'entraînement à résistance. Ça n'a même pas besoin d'être au gym. On va vous donner des exemples dans le podcast. Fait que c'est ça, on va vous donner ça, l'état de la situation selon la littérature, puis en espérant que ça vous donne le goût de commencer. Fait qu'on espère vous convaincre. Puis si vous êtes déjà des gens qui s'entraînent, vous êtes déjà des convaincus, ben là, on va encore plus renforcer votre sentiment Ben oui. d'appartenance et votre sentiment que vous faites quelque chose de bien pour vous autres. Fait que pour commencer, premier point,
les individus qui pratiquent l'entraînement en résistance et ou qui possèdent une masse et une force musculaire supérieure vivent plus longtemps. Puis là, sur quoi je me base pour dire ça, c'est qu'on a plusieurs revues systématiques méta-analyses. Ça, c'est des études, des articles scientifiques qui vont aller faire une recherche objective de tous les articles scientifiques reliés à ce sujet-là, qui vont les mettre ensemble, prendre les statistiques ensemble, puis essayer de voir s'il y a vraiment un effet, une corrélation, une association quelconque entre deux éléments. Fait que pour commencer, on a une première étude de Garcia Hermoso et collègues qui nous indique qu'une plus grande force de préhension est associée à un risque de mortalité réduit de 31%. Fait que déjà là, on voit que les gens, la force de préhension, fait que souvent on va l'utiliser comme Le un peu dynamomètre. le dynamomètre, c'est ça, mais on va utiliser la force de préhension qui est avec la force dans la main pour un peu se donner une idée de la force musculaire générale d'une personne. Mm. Donc, on voit déjà là que avoir une plus grande force de préhension versus avoir une plus faible force, ça réduit le risque de mortalité. Donc, premier point. Deuxième point, oui, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, ben dans le fond, par rapport à ça, souvent, j'avais déjà entendu Peter Attia parler de la force de préhension, puis il disait dans le fond que pourquoi c'était réduit à un risque réduit de mortalité aussi important que ça, c'est que souvent, les gens qui vont avoir une meilleure force de préhension, moi, tout de suite, ce qui me vient à l'idée, c'est les gens qui sont agriculteurs, qui ont travaillé toute leur vie avec leurs mains. Donc, vraiment, ces gens-là, c'est des gens qui ont travaillé, qui ont pas nécessairement, ils n'ont pas juste utilisé leur force de préhension dans leur vie de tous les jours, ils ont également utilisé leur système aérobique, mais par la bande, ils n'ont pas le choix d'utiliser leurs mains quand ils travaillent. Tous les travaux physiques qu'on va faire, d'une certaine façon, on va utiliser notre force de préhension. Donc, ça vient nous indiquer que ces gens-là, c'est pas seulement des gens qui se pratiquent à faire leur force de préhension à journée longue. Ils vont aussi travailler, ils vont être actifs. Donc, ils font de l'entraînement de résistance, puis ils font de l'activité aérobique aussi. Donc, c'est pour ça vraiment qu'ils ils vont réduire le risque de mortalité. C'est ça. Puis, tu sais, dans la recherche scientifique, c'est vraiment la méthode qu'on utilise pour évaluer à peu près c'est quoi la force musculaire générale d'une personne, parce que c'est vraiment plus facile de faire ce test-là à grande Ben oui, échelle à plein de monde en comparaison à, OK, on va inviter 1 million de personnes à venir dans un gym, faire un PR de bench press puis un PR de squat pour pouvoir voir c'est quoi les. C'est beaucoup plus facile de tester avec le dynamomètre qui se fait super facilement en à peu près ben 5 oui. minutes. Donc, ça, c'est la méthode qu'ils ont utilisée pour cette étude-là. Prochaine étude, ça vient de Chalandra et collègues. Dans le fond, eux, ils ont été voir dans la base de données les gens qui pratiquaient de l'exercice de résistance. Fait que, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? C'est que de tous les gens dans la base de données qui pratiquaient l'exercice de résistance, peu importe le nombre de temps, peu importe qu'est-ce qu'ils faisaient quoi, on a vu que le risque de mortalité était réduit de 15%. Puis, cette même étude a aussi vu que ça pouvait aller jusqu'à 27% de réduction si on en faisait pendant 60 minutes par semaine. Donc, n'importe quel exercice, ça donne 15% de réduction de mortalité. Puis si on en fait 60 minutes par semaine, ce qui est quand même pas beaucoup, on pourrait en faire 30 minutes 2 fois par semaine, ça nous réduit notre risque de mortalité de 27%, ce qui est quand même vraiment beaucoup. Bon, c'est significatif. Ça vaut C'est ça. vraiment la peine. Ouais. On a une autre étude qui est vraiment similaire, qui a été faite par MoMA et collègues. Puis, dans le fond, ça vient à peu près au même résultat. On a vu que la pratique d'exercice de résistance est associée à une réduction de 15%, encore une fois, du risque de mortalité. Puis finalement, on a l'étude de Srikatan et collègues, qui, dans le fond, eux autres, ils ont essayé de voir si l'index de masse musculaire était inversement associé à la mortalité. Puis l'index de masse musculaire, c'est quoi? Dans le fond, c'est un peu similaire à l'indice de masse corporelle, l'IMC, BMI, que Mhm. dans le fond, ça, c'est qu'on prend la masse corporelle divisée par la grandeur au carré. Bien là, c'est un peu le même principe, mais on va prendre la masse musculaire, fait que la lean mass, puis on Mhm. va diviser. Fait que ça te donne une idée d'à quel point quelqu'un a beaucoup de masse maigre, de masse musculaire. Souvent, on va dire que c'est de la masse musculaire. Puis, qu'est-ce qu'on a vu, c'est que quand on comparait
le quartile avec lesquels les gens ils étaient le plus haut index de masse musculaire, puis qu'on le comparait au dernier quartile, il y avait une réduction de mortalité de 30%. Puis ça, c'était dans une population qui était vieillissante. Donc, je pense que c'est des hommes de 55 ans et plus, puis des femmes de 65 ans et plus. Hmm. Puis la conclusion de l'étude, c'était que pour cette population-là, l'index de masse musculaire était un meilleur indicateur de survie que l'IMC. OK. Bon. Donc, prenez ça pour qu'est-ce que vous voulez. Fait que là, on a 4 études ici qui sont très objectives, qui prennent des super grosses populations, puis qui nous indiquent que si on a plus de masse musculaire, si on est plus fort, puis si on fait de l'exercice de résistance, ben, ça diminue notre risque de mortalité. Fait que Ouais. ça, Puis ça nous. Oui, vas-y. un autre point que je voulais apporter par rapport à ça, sûrement aussi que les gens qui pratiquent l'exercice de résistance, c'est pas la seule bonne chose qu'ils font pour leur santé, ce qui viendrait Effectivement. potentiellement également réduire le risque de mortalité. Tu sais, on entend souvent, par exemple, les gens dire, ben là, j'ai commencé à retourner au gym, donc j'ai commencé à faire attention à mon alimentation. Souvent, on dirait que ça va ensemble. Les gens qui vont commencer à s'entraîner aussi vont faire peut-être un petit peu plus attention à leur sommeil, l'alimentation, des saines habitudes de vie. Donc, tu sais, ils vont moins sortir, peut-être moins boire. Donc, à ce moment-là, c'est plein de facteurs mis ensemble qui vont faire en sorte que ton risque de mortalité va être réduit. Mais c'est sûr que de voir qu'il y a beaucoup de revues systématiques qui disent que l'entraînement à résistance, ça réduit ton risque de mortalité, c'est vraiment encourageant. Puis ça devrait vraiment être une source de motivation pour les gens de vraiment commencer de quelconque façon à faire de l'entraînement à résistance. On l'a vu dans une des études, ça prend 60 minutes par semaine pour réduire son risque de 27. C'est vraiment incroyable dans le sens où une séance de 60 minutes par semaine ou 4 séances de 15 minutes par semaine ou 2 fois 30, peu importe, mais c'est tellement facile de juste commencer, là, tu sais. Non. Puis tu amènes un super bon point, William, là. Dans le fond, ce que tu mentionnes, on va souvent appeler ça le Healthy User Bias. Donc, le biais de l'individu santé, qu'on pourrait dire. Fait Ouais, que c'est vrai que les gens, souvent, qui sont dans un milieu socio-économique plus élevé, puis qui ont plein de bonnes habitudes de vie, puis qui prennent à cœur leur santé, il y a plus de chances que eux, ils pratiquent toutes les bonnes habitudes de vie puis qu'après ça, leur santé à eux soit meilleure que les autres. Puis c'est pour ça que dans ces études-là, ils essayent de contrôler pour plusieurs facteurs, dont le niveau socio-économique, dont les autres maladies que les gens y ont, ces affaires-là. C'est sûr que c'est pas parfait, mais quand on a plusieurs études qui montrent un effet, puis un effet qui est quand même fort, on parle de 15 à 30 de potentiel risque réduit de mortalité, c'est quand même un effet qui. mmh, Je veux pas m'avancer trop, mais je trouve que c'est quand même un effet qui me semble assez fort, là. non, Donc, c'est sûr. il y a beaucoup de chances que ça soit vraiment l'entraînement ou la masse musculaire là, qui soit en cause de cette réduction de mortalité-là. Non, c'est sûr. Puis en plus, là, on parle seulement de l'aspect entraînement, mais il y a plein d'autres aspects que les gens peuvent améliorer dans leur vie qui vont également réduire le risque de mortalité. On peut penser à l'alimentation. On n'a pas parlé d'oméga 3 encore sur le podcast, mais tu sais, il y a plein de facteurs au niveau de l'alimentation. On étudie en nutrition, on le sait. Donc, on va faire des épisodes là-dessus, vous présenter les différents trucs qui pourraient réduire votre risque de mortalité. Également le sommeil. Puis là, c'est sûr que, comme tu l'as mentionné, le milieu socio-économique va faire vraiment une grande différence là-dedans parce que c'est sûr que si faut que tu travailles en overtime, puis là, tu dors moins, puis là, tu n'as pas d'argent pour bien t'alimenter, puis tu n'as pas le temps nécessairement d'aller faire de l'exercice de résistance parce Ouais, que ton travail est physique, puis tu es fatigué. Fait que, tu sais, vraiment, là, le milieu socio-économique va faire une grande différence là-dedans aussi. c'est sûr que dans cette situation-là, aller au gym, c'est pas ta priorité. Non, c'est sûr. Même si on n'a pas besoin d'aller au gym, tu sais, il y a des choses qui peuvent se faire à la maison, qu'un peu tout le monde peut faire. Puis Mm. potentiellement que ça pourrait aider ces gens-là. C'est juste que c'est sûr qu'on est conscient que plus qu'il y a du stress impliqué, plus que la situation est difficile, moins que la priorité dans la vie de ces gens-là, ça va être de se concentrer sur l'exercice physique, là, puis ça, c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Mais Deuxième point, c'est ça, là, santé métabolique. on a vu de façon objective là, qu'il y avait un effet, mais comment qu'on l'explique, cet effet-là? Comment qu'on peut expliquer que
la mortalité est réduite. Fait qu'on a plusieurs idées. Donc, d'abord, au niveau de la santé métabolique, premier point, c'est que faire de l'exercice de résistance, ça va prévenir et ou réduire la résistance à l'insuline. Fait que c'est quoi la résistance à l'insuline? Mais dans le fond, c'est qu'est-ce qui éventuellement va mener quelqu'un à avoir le diabète de type 2. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on mange des glucides, par exemple, ben, les glucides, on les digère, puis ils se ramassent dans notre sang. Puis là, on va sécréter de l'insuline. Puis là, le but de l'insuline, c'est d'indiquer à nos cellules de notre corps d'aller prendre les glucides qui sont dans notre sang, puis les amener dans les cellules pour qu'on maintienne notre glycémie à un niveau adéquat. Puis, qu'est-ce qui se passe quand il y a de la résistance à l'insuline? C'est que quand on a des problèmes de santé métabolique, ben, l'insuline a fait plus bien son travail. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? C'est que ça prend plus d'insuline pour arriver au même résultat. Fait que qu'est-ce qui arrive? C'est que le sucre ou les glucides restent dans le sang plus longtemps. Puis il faut que le corps produise plus d'insuline pour que ça fonctionne parce que les cellules du corps ne reçoivent plus comme faut le message de l'insuline. Puis là, qu'est-ce qui arrive? C'est que si la résistance à l'insuline augmente, 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 puis que ça dure, ça reste comme ça avec le temps, ben, qu'est-ce qui arrive? C'est que notre pancréas, qui produit l'insuline, à un moment donné, ben, il doit en produire trop. Fait que là, il est plus capable de subvenir à la demande. Fait que notre taux de sucre dans notre sang devient super élevé tout le temps, ce qui est vraiment super mauvais. Puis à un moment donné, les cellules du pancréas se mettent à mourir parce qu'ils doivent travailler trop fort. Puis là, c'est vraiment à ce moment-là qu'on développe la maladie du diabète de type 2. Donc, on ne veut pas ça, on veut prévenir ça. Fait que comment qu'on peut faire ça? Puis comment que l'exercice de résistance, ça peut nous aider à prévenir la résistance à l'insuline? Bien, premièrement, les muscles, c'est le site primaire de dépôt de glucose et de l'action de l'insuline. Donc, quand on va manger des glucides, puis qui vont être dans notre sang, puis que là, on va sécréter de l'insuline, l'endroit principal où est-ce qu'on va envoyer nos glucides, c'est dans nos muscles. Donc, potentiellement, en ayant plus de masse musculaire, ben, on a un plus grand site de dépôt de glucides, fait qu'on peut en déposer plus dans nos muscles, fait que ça fait qu'ils ne resteraient pas dans notre sang aussi longtemps. Ça, c'est le premier point. Puis deuxième point, euh, on sait qu'il y a d'autres facteurs aussi qui peuvent mener à la résistance à l'insuline. Notamment, on sait que c'est associé avec l'obésité. On sait aussi que c'est associé avec l'inactivité physique. Puis on sait aussi qu'il y a des prédispositions génétiques qui peuvent entraîner ça. Puis de où ça vient, ça serait une diminution de la fonction oxydative mitochondriale. Donc, dans les mitochondries, c'est qu'on dit que c'est le powerhouse of the cell, ben, c'est à cet endroit-là, dans les cellules, qu'on va pouvoir prendre les lipides puis les transformer en énergie. Mais là, si notre fonction mitochondriale ne fonctionne pas bien, mais ça peut faire que les lipides, à place d'être brûlés en énergie, ils vont s'accumuler dans notre tissu musculaire. Puis on pense que ça serait ça, ça causerait de l'inflammation, puis on pense que ce serait ça qui causerait de la résistance à l'insuline. Fait que, qu'est-ce qui arrive, c'est que l'exercice de résistance, ça nous augmente notre masse musculaire. Également, quand on pratique l'exercice, ça nous amène à contracter nos muscles. Puis ça viendrait prévenir la résistance à l'insuline en maintenant notre tissu musculaire euh, actif puis de qualité. Fait que ça préviendrait l'accumulation de lipides dans les muscles, puis ça permettrait d'empêcher la résistance à l'insuline. Ah non, c'est une très bonne explication de la résistance à l'insuline. Je pensais pas que tu allais aller autant en détail là-dedans, mais par rapport à ça, pour les gens qui auraient vraiment peur de la résistance à l'insuline, parce que là, Mathieu, il arrive, c'est comme le bonhomme 7 heures, puis là, il nous fait peur, la résistance à l'insuline, les cellules ne fournissent plus. Une très bonne façon de réduire sa glycémie de façon postprandiale. Là, si on a des amis de l'université qui écoutent, c'est tanné parce qu'à chaque jour qu'on mange, on en parle, c'est de faire une marche de 10 minutes après son repas. Là, vraiment, là, ça va vraiment venir faire une différence sur notre glycémie postprandiale. Donc, dans le fond, notre taux de sucre sanguin tout de suite après un repas. Donc, comme on le sait, si dans notre repas, on vient de manger des glucides en bonne quantité, bien là, comme Mathieu l'a expliqué, notre taux de glycémie sanguin va augmenter. Et là, si on veut éviter la résistance à l'insuline, une bonne façon de venir métaboliser
de venir métaboliser ses glucides, c'est juste d'aller prendre une marche, de se mettre actif, donc de se mettre en activité. Puis une bonne façon de faire ça, ben, c'est de faire une marche de 10 minutes, comme, tel que recommandé par, comment il s'appelle? C'est Stan Efferding qui dit ça? Ouais, il y en a Je pense que plusieurs. c'est ouais. En tout cas, mais plusieurs, spécialistes parlent vraiment là des bénéfices d'une marche de 10 minutes après un repas pour la glycémie postprandiale. Puis également, si vous venez de manger, ça serait vraiment un bon moment après ça d'aller faire votre entraînement en résistance. Donc, c'était seulement ça le point que je voulais apporter. Donc, une fois qu'on vient de manger, c'est vraiment une bonne idée d'aller au gym après parce que là, on a plein de glucides dans notre corps, puis on est prêt à s'entraîner. J'ai juste un point à amener par rapport à ce que tu viens de dire. Je pense que c'est une bonne idée d'encourager les gens d'aller prendre des marches après leur repas, puis d'aller s'entraîner, puis tout ça. Mais puis c'est vrai qu'ils vont avoir plus d'énergie à faire leur activité physique s'ils viennent de manger des glucides. Sauf que je suis pas sûr qu'il y a vraiment quelque chose qui montre que une augmentation de la glycémie après, qui est tout à fait normale après un repas, euh, dans quelqu'un qui est en santé puis que son système fonctionne bien, je suis pas sûr que le fait que ça se passe, ça va mener à la résistance à l'insuline puis au diabète dans le futur. C'est sûr, Je c'est sûr. pense qu'il y a d'autres choses, genre, je pense plus le fait d'être inactif en général Ouais. ou le fait peut-être d'être en situation d'obésité pendant un gros Mais laps de temps, puis tu sais, au niveau génétique, je pense que ça, c'est plus ça qui va avoir un gros effet sur le fait ou pas de développer la résistance à l'insuline. En fait, je Mais pense que c'est ce ouais, que ce que tu veux dire, c'est l'accumulation d'inactivité ouais. pendant des années, puis l'excès calorique pendant des années qui font en sorte que C'est ça. Je pense que c'est plus on a ça. Parce que je suis pas tant inquiète du fait que le taux de sucre dans le sang augmente après un repas parce que c'est normal. Puis non, c'est sûr. si ton corps, tout fonctionne bien, il va s'en occuper puis il n'y aura pas de problème. Mmh. Mais c'est ça. Mais c'est pas une mauvaise idée par contre d'aller prendre des marches, puis ça aide à digérer, je trouve aussi. Là. Surtout quand on a eu un gros repas. Là. En tout cas, pour ma part, je trouve que ça l'aide, puis j'aime ça. Non, non, ça, c'est sûr. Fait que ça, c'était ça pour au niveau de la résistance à l'insuline. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les écrire. Je pense sur Spotify, il y en a un endroit pour faire des commentaires. Fait que si jamais, pendant le podcast, il y avait quelque chose qui n'était pas clair, vous avez des questions à nous poser par rapport à ce sujet-là ou un autre sujet, vous pouvez nous laisser une question sur Spotify. Ensuite, deuxième point au niveau de la santé métabolique. Euh, on sait que pratiquer l'exercice de résistance, ça va améliorer des facteurs de risque cardiovasculaire. Puis, on a aussi des données plus objectives là, dans les études que j'ai mentionnées déjà plus haut, que ça va réduire le risque de mortalité cardiovasculaire d'environ 19% si on pratique l'exercice de résistance. Puis, comment que ça va faire ça? Bien, premièrement, ça va améliorer la composition corporelle. Donc, souvent, les gens qui pratiquent l'exercice de résistance, ils vont gagner de la masse musculaire. Puis, on observe que ces gens-là vont perdre du tissu adipeux viscéral, qui est le tissu adipeux, donc le gras, qui est vraiment sur les ou dans les organes internes. Donc, ça, on veut vraiment pas ça, c'est vraiment pas bon pour la santé. Puis aussi au niveau abdominal. Puis on sait que avoir beaucoup de tissu adipeux au niveau abdominal, c'est associé à avoir du tissu au niveau viscéral. Donc, à ce niveau-là, ça va aider pour ça. On sait aussi que pratiquer l'exercice de résistance, ça va amener une diminution de la pression artérielle. On sait qu'une haute pression, faire de la haute pression, c'est euh, vraiment quelque chose qui est super mauvais pour toutes nos artères, tout notre système cardiovasculaire et tout ça. Donc, encore là, encore une fois, un positif, ça baisse la pression. Puis enfin, on a vu que ça allait potentiellement améliorer notre profil lipidique. Donc, ça, c'est communément, on va parler de cholestérol. Ah, je fais du cholestérol, mon cholestérol, il est pas bon, il est bon. Mmh. Fait que plus précisément, on va parler que ça va diminuer le cholestérol LDL, que ça va diminuer les triglycérides sanguins, puis potentiellement augmenter le HDL. Puis c'est ça qu'on veut dans le fond pour avoir un beau profil lipidique. Mmh. Tu as mentionné, une réduction du niveau de du niveau de tissu adipeux viscéral puis abdominal. Ça serait quoi les mécanismes derrière ça? En quoi on va venir réduire notre tissu adipeux plus au niveau viscéral que juste le tissu adipeux, ailleurs dans le corps, là? Tu sais, ce serait quoi le mécanisme, la raison?
Ben, je sais pas si je pourrais pas dire que ça va diminuer spécifiquement cela, C'est pas du mais fat reducing. je On essaie dirais de que couper cette zone-là. Là. qu'est-ce que je dirais, c'est que si il y a un changement de la composition corporelle, tu vas perdre du gras de un peu partout, puis tu peux pas vraiment décider de où que ça part, C'est ça. mais tu sais, le gras viscéral, il est pas en grande quantité. Fait que techniquement, si tu te mets à perdre du poids, tu vas en perdre de là et Ouais, de partout. ouais, Puis je m'avance un peu en disant ça, mais je me dis que probablement que ça ferait du sens que si on a un peu trop de tissu adipeux d'accumuler sur notre corps, mais si le corps a l'occasion de s'en débarrasser d'une certaine quantité, il va probablement prioriser lui qui est viscéral. ouais. Et je peux Ça pas fait du sens. confirmer ça, il faudrait que j'aille faire plus de recherches pour vraiment confirmer que c'est vraiment ça qui se passe. Mais je me dis d'un point de vue Une biologique, ça bonne ferait quand même hypothèse. du Bonne sens. hypothèse Ouais. que tu as. Mm. Fait que ça, c'était ça au niveau de la santé métabolique. Fait que des points quand même importants puis intéressants. Puis le point numéro 3 que je trouve qui est probablement le plus gros avantage lié à l'exercice ou l'entraînement en résistance, vraiment spécifiquement, c'est que c'est vraiment important pour avoir un vieillissement et une meilleure qualité de vie. Euh, Puis on va Ah, parler souvent de health span parce qu'il y a le lifespan, donc l'espérance de vie, différence. puis le health span, ça va être l'espérance de vie, mais en santé. Mm. Parce que, je sais pas pour toi, William, mais mettons que tu avais le choix entre vivre jusqu'à 100 ans, mais que tes 20 dernières années de vie, tu es handicapé, malade, hospitalisé, centre d'hébergement, puis tu peux pas vraiment faire tes loisirs, tu es un peu plus temps-là, versus vivre jusqu'à 85, 90 ans, mais C'est sûr. tu es peut-être malade les 2 dernières années de ta vie, puis après ça, c'est la fin, tu sais. Je sais Ouais. pas qu'est-ce que toi tu préférais. Moi, je préférais être en santé pour presque tout, puis après ça, juste m'en aller Non, non, mais c'est sûr que comme ça. Ouais. c'est sûr que c'est la deuxième option. Là. Tu sais, je suis en train de le vivre avec des gens dans ma famille, puis moi, j'appellerais ça une tragédie humaine. Là. Mhm. Vraiment, c'est extrêmement triste de voir ça, là, des personnes que tu aimes rendues à l'âge de jusqu'à 80, ça va bien. Puis là, à partir de 80, là, vraiment, leur qualité de vie est en baisse drastique. Puis là, on ne sait pas quand qu'ils vont mourir, mais c'est une qualité de vie qui est nulle. Et Ouais. je pense que c'est vraiment un des points les plus sous-estimés des bénéfices de l'entraînement à résistance, c'est ça, c'est le vieillissement en santé puis l'amélioration de la qualité de vie. Parce que l'humain, on dirait qu'une bonne capacité de. Le corps est relativement résilient jusqu'à un certain âge. Donc, tu sais, le fait de ne pas faire d'entraînement à résistance, la majorité des gens jusqu'à 50 ans ne vont pas vraiment voir de différence. Ils sont quand même actifs sous d'autres formes. Là. Tu sais, on dit si c'est des gens qui vont pratiquer des sports, mettons le hockey, ou ils vont faire du cardio, ils vont aller faire de la course. S'ils ne pratiquent pas d'entraînement à résistance jusqu'à l'âge de quoi, 40-50 ans, pas trop d'impact, mais c'est vraiment à partir de là que là, oh, OK, là, les problèmes vont arriver. Peut-être développement du diabète de type 2, obésité, maladie cardiovasculaire qui commence à arriver à cet âge-là. Puis là, les gens, ils se disent, ah, ben là, je suis rendu à 50 ans. Là, je commence à avoir mal dans les genoux, des articulations. Puis là, ils se permettent plus de faire de l'entraînement à résistance parce que, ah, je suis trop vieux pour ça, puis il n'y a plus personne qui fait ça. Donc, à ce moment-là, ça vient vraiment réduire leur qualité de vie jusqu'à la fin de leur jour, malheureusement. Puis s'ils avaient commencé à faire de l'entraînement à résistance à l'âge de 15, 20, 25, 30 ans, ben là, vraiment, ils verraient des répercussions rendues à l'âge de 50 ans où ils seraient beaucoup plus en santé. Puis s'ils arrivent à 50 ans puis ils pratiquaient déjà de l'entraînement à résistance, ça leur permet de continuer jusque dans la soixantaine, de manière peut-être un petit peu réduite, mais ils vont quand même continuer à faire l'entraînement en résistance, là, juste peut-être moins autant intense qu'il faisait. Ouais, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, William. Puis aussi, ça me fait penser que la médecine d'aujourd'hui, elle s'est vraiment beaucoup développée. Puis ça fait qu'on vit super longtemps de plus par rapport à avant. Mais malheureusement, souvent, ces années-là, de plus qu'on gagne, ben, on les passe à être malade ou on les passe, même si on n'est pas malade, tu sais, on a quand même un certain vieillissement qui se produit, puis une certaine perte de nos capacités, de notre autonomie, qui fait que même si c'est des années, normalement, tu sais, qu'on devrait être, tu sais, on est retraité, on est libre, on peut faire ce qu'on veut, ben souvent, on peut pas, tu sais, faire les loisirs, puis les voyages, les vacances qu'on aurait toujours rêvé parce que ben, notre corps, il s'est affaibli, puis on n'a plus
les capacités nécessaires pour. Puis je pense que ça, c'est vraiment là où vient l'avantage de l'exercice de résistance Hmm. qui vient maintenir puis améliorer nos capacités, notre force musculaire, notre masse musculaire et plus encore. Puis c'est vraiment ça l'ADN de ce point-là, le point numéro 3 que je veux apporter. Donc, premièrement, euh, l'exercice de résistance, ça permet de ralentir la perte ou même de maintenir ou même d'avoir des gains en force et en masse musculaire. Puis, qu'est-ce qu'on observe dans les études, c'est que le vieillissement qui est dit normal de quelqu'un qui n'est pas très actif, il va mener une diminution de la masse musculaire d'environ 30% lorsqu'on arrive à peu près à 80 ans. Donc, Versus environ, mon point normal à quoi, à 30 ans? C'est quoi la. mettons, ce qui est dit, je pense, c'est autour de 25 ans, Ok. 25-30 ans, on atteint notre maximum. C'est si on ne s'entraîne pas, si on ne fait pas Donc, d'exercice de ouais, résistance, bien entendu. façon générale. Puis tranquillement, ça va se diminuer à chaque décennie de notre vie pour atteindre un minimum de 30%. Bon, 30%, on dit, ah, ça n'a pas l'air tant que ça, mais dans le fond, qu'est-ce qui se passe? C'est que la majorité de la masse musculaire qu'on perd, ça va être les fibres musculaires de type 2. Ça, c'est les fibres musculaires qu'on dit rapides en comparaison avec les fibres musculaires de type 1 qu'on dit plus lentes. Puis dans le fond, les fibres musculaires 2 qu'on va perdre avec le vieillissement sont surreprésentées dans le phénomène. Puis on va appeler ça de la dynapénie, comme dynamique, pénie. Fait qu'on Hmm. perd notre dynamique parce que c'est les fibres musculaires qui sont responsables vraiment des mouvements rapides, des mouvements puissants, de la force musculaire, de la puissance. Donc, on va vraiment perdre ces fibres musculaires-là. Puis, qu'est-ce qu'on dit, c'est que la perte de puissance et de force reliée à ça, elle va être 2 à 5 fois plus rapide que la perte de masse musculaire directement. Donc, en vieillissant, c'est vraiment ces fibres musculaires-là qu'on perd. Puis les fibres musculaires, comme qu'on conserve le plus, c'est les fibres musculaires de type 1 qui sont plus utilisées dans les exercices d'endurance. Donc, ça, on va les conserver mieux, mais dans le fond, c'est pas eux qu'on s'intéresse, c'est vraiment les fibres musculaires rapides, que ça va vraiment prendre l'exercice de résistance pour venir les stimuler, pour venir les maintenir. Fait que c'est vraiment ça l'avantage de l'entraînement en résistance. On va aller stimuler les fibres musculaires de type 2 pour avoir un gain ou un maintien de notre force puis de notre hypertrophie. Fait que sans ça, ben, c'est là qu'on va voir un vieillissement puis une perte de masse musculaire, une perte de force avec le vieillissement. Donc, l'exercice de résistance est encore plus pertinent pour les personnes âgées dans ce scénario-là, là. Ouais. Puis ça, l'affaire aussi avec les personnes âgées, qu'est-ce qui est comme dommage, puis pourquoi tantôt, quand tu as mentionné que c'était bon de commencer quand on était jeune, qu'on était adolescent, dans la vingtaine, même la trentaine, pourquoi c'est important de s'entraîner à ce moment-là en résistance, c'est que les gains en masse musculaire qu'on va être capable de faire, plus qu'on vieillit, plus que ça devient difficile. Je ne peux pas vraiment expliquer pourquoi, mais il y a une certaine résistance à l'anabolisme musculaire qui augmente de plus qu'on vieillit. Donc, c'est plus qu'on vieillit, ça va prendre plus d'entraînement ou l'entraînement qu'on va faire va être moins efficace que si on était plus jeune. Puis également, c'est la même chose avec la consommation de protéines qu'on voit que ça stimule la synthèse de muscles, mais plus qu'on vieillit, plus que ça prend plus de protéines pour avoir un effet. C'est euh, ouais. c'est tout pareil. Donc oui, on peut encourager les personnes plus âgées, vraiment âgées, là, tu sais, quand on parle de 65 ans et plus, à s'entraîner, mais l'effet va être moins important que si on avait commencé à 50, 40, 30 ou même 20 ans, que là, on va avoir vraiment les plus gros bénéfices possibles, le plus gros potentiel possible. Fait que dans le fond, quelqu'un qui viendrait s'entraîner en résistance vraiment beaucoup, mettons dans sa vingtaine, trentaine, jusqu'à, mettons, on va dire 45 ans, si après ça, du jour au lendemain, à 45 ans, il décide de plus jamais s'entraîner de sa vie, il va quand même être capable d'avoir une bonne qualité de vie dans le sens où il va maintenir sa masse musculaire, qui va diminuer graduellement avec les années, mais il y a déjà un bon point de départ. Donc, il va être capable quand même de maintenir cette masse musculaire-là parce que c'est plus facile de maintenir de la masse musculaire que d'en créer rendu à cet Ouais. âge-là, je me. C'est sûr que idéalement, tu voudrais que cette personne-là continue Oh oui. un peu au moins à s'entraîner pour pouvoir maintenir toute cette masse musculaire-là. Mais c'est vrai que si on commence d'un plus haut point de force et de masse musculaire,
ben, après ça, avec le vieillissement normal, on va en perdre, mais on va quand même être avantagé par rapport à ceux qui n'ont jamais eu autant de masse musculaire, qui n'ont jamais accumulé cet entraînement-là dans leur vie. Très bon Puis, point. notre deuxième point par rapport à ça, c'est un peu, ça revient un peu à la même chose, mais c'est l'augmentation de la densité minérale osseuse qui vient avec l'entraînement en résistance. Puis, dans les études, on voit que la quantité de masse musculaire d'un individu est souvent associée vraiment intimement avec sa densité minérale osseuse dans plusieurs études. Puis, on sait que l'exercice de résistance, ça permet d'augmenter notre densité minérale osseuse. Fait que ça augmente notre masse musculaire, puis ça augmente notre masse osseuse. Puis comment que ça se passerait, c'est que durant l'exercice de résistance, les muscles puis les tendons, tu sais, qui doivent forcer fort, qui doivent se contracter, bien, ils vont appliquer une tension sur les os, puis ça va les stimuler à produire plus de tissu osseux. Fait que C'est vraiment intéressant. la densité minérale osseuse, c'est la même chose que la masse musculaire. Tu sais, à un moment dans notre vie, autour de la vingtaine, on va atteindre euh, un pic de masse osseuse, puis après ça, ça va diminuer ce qu'on veut dire normalement avec le temps. Mais ça peut venir faire que quand on vient plus âgé, ben, on n'a plus beaucoup de masse osseuse, on est plus fragile, puis tu sais, les gens font des chutes, les gens ils se cognent, puis on peut se fracturer des choses super facilement. Puis on sait que les gens âgés qui ont un accident puis qui se cassent une hanche, par exemple, ben, puis qui sont hospitalisés longtemps, souvent ces gens-là, ils vont malheureusement décéder dans l'année presque suivante là, après leur fracture de la hanche. Puis même ceux qui survivent, ben, souvent, ils vont perdre beaucoup d'autonomie puis beaucoup de leur qualité de vie suite à ça. Ouais. Plusieurs points par rapport à ça. Là. Je me rappelle, on avait un cours à l'université dans la première année, je crois. Puis il était venu nous parler de la santé osseuse. Puis une des anecdotes qu'il nous racontait, c'est qu'il y avait un patient, il est assis dans son lazy boy, là, dans son divan. Il se penche à terre pour ramasser sa manette de TV. En se penchant pour ramasser la manette, il y a une fracture transversale, transverse de son fémur, de l'os du fémur. Donc, ça représente à quel point les gens en situation de stéroporose, en vieillissant, sont vraiment fragiles. Là. Le gars, il est assis dans sa chaise, il se penche, fracture du fémur là, à 100%. Donc, c'est vraiment, vraiment impressionnant de voir ça. Puis, on pourrait avoir un scénario complètement inverse. J'avais vu une vidéo d'un monsieur de 73 ans qui squattait, je pense, quelque chose comme 450 livres pour une répétition. Donc, il faisait encore du powerlifting, de l'entraînement en force. Et il avait évalué son niveau de santé osseuse, là, de sa densité osseuse. Et il y avait la densité osseuse moyenne d'un homme de 25 ans. Donc, c'est pour donner une idée que c'est soit que tu l'utilises ou sinon tu vas le perdre. Et lui, dans son cas, il a vraiment décidé de continuer dans le powerlifting. Donc, c'était pas vraiment dans une visée d'augmenter sa densité osseuse, mais par la bande, il était capable de non seulement maintenir un niveau de densité osseuse qui était respectable, mais avoir le même niveau qu'un homme de 25 ans rendu à 73 ans. Donc, c'est vraiment possible si on veut, battre la moyenne puis battre la science. Bah, c'est ça. Le vieillissement, c'est ça. De plus en plus, qu'est-ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on prend pour acquis que c'est normal, que en ayant des bonnes habitudes de vie, c'est possible de les prévenir puis de les retarder vraiment plus que qu'est-ce qu'on pense. Puis je pense que ça, c'est un super bon exemple de ton monsieur. Puis, tu sais, lui, il levait, tu sais, il faisait un squat avec vraiment beaucoup de poids, puis tout, puis c'est quand même vraiment impressionnant. Puis, mais je suis convaincu que tu n'as pas besoin Ben non, ben non. d'être aussi fort, puis d'être autant, tu sais, pour avoir des bénéfices incroyables liés à l'entraînement en résistance. Puis, tu sais, que ça soit, tu sais, on l'a vu, là, pour améliorer la mortalité, c'est quoi? 60 minutes par semaine. Oui. Fait que 2 fois 30 minutes, un entraînement, tu sais. Je pense que ça a besoin d'être quand même assez difficile, challengeant. Mais je suis certain que juste avec ça, tous les bénéfices reliés vraiment à la santé, au maintien de la santé, un vieillissement en santé, on va pouvoir les atteindre, je suis presque convaincu. Alors, c'est sûr. Puis, Parce que cet homme-là, là, c'est une situation très marginale. Là. On s'entend que lui, pour arriver, pour arriver au même niveau de densité osseuse qu'un homme de 25 ans, il a fallu qu'il fasse du powerlifting jusqu'à 73 ans. Mais la réalité, c'est que si on veut battre la moyenne, puis on veut juste avoir une meilleure qualité de vie en vieillissant, juste de
si, mettons, tu as fait des squats dans ta vie avec du poids puis tout ça, ben juste en vieillissant, juste de graduellement réduire la quantité de poids qu'on utilise. Tu sais, si tu avais l'habitude de squatter, mettons, une plate, deux plates, trois plates, tu peux juste switcher à squatter ton poids du corps, puis ça va être bien parfait, là, tu sais, en autant que ça soit challengeant comme toi, comme tu l'expliques si bien, là. Tu sais, si tu es capable de squatter la barre de 45 livres sur ton dos, tu sais, dans un squat profond, là, puis que tu remontes jusqu'en haut sans problème, là, juste ça, tu sais, à 80 ans, si tu es capable de faire ça, tu es comme tellement en haut de la moyenne de tout le monde, c'est Ben oui. comme n'importe quoi. Puis j'ai un point important là, par rapport à ce qu'on vient de dire, par rapport de la perte de masse musculaire puis la perte de densité minérale osseuse en vieillissant. C'est un message qui est vraiment encore plus particulièrement important pour les femmes. Parce Mmh. que les femmes, on le sait, avec la ménopause, sont à plus grand risque d'ostéoporose. Puis après la ménopause, en raison qu'il y a certaines hormones qui sont plus là, la densité osseuse se maintient beaucoup moins bien que les hommes du même âge, par exemple. Puis également, en moyenne, les femmes, ils ont moins de masse musculaire que les hommes. Mmh. C'est juste, généralement, c'est comme ça, l'anthropométrie. Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est que, tu sais, mettons que moi, je pars à ce niveau-là de base, puis là, je baisse, mais une femme équivalente va partir de là, puis là, ça va en baissant. Ben, elle va atteindre un niveau de force, tu sais, qui la rend, comme, veut pas, plus autonome ou handicapée beaucoup plus rapidement. Puis c'est la même chose avec la densité osseuse, tu vas devenir fragile beaucoup plus vite. Donc, c'est vraiment important. Puis tu sais, pourquoi je dis ça, c'est que souvent, le gym, c'est plus populaire auprès des hommes. Puis, je pense qu'avec notre génération, ça change un peu. Il y a beaucoup plus de filles qui vont au gym. Je pense que c'est vraiment une bonne affaire. Mais c'est vraiment pour tout le monde. C'est pas juste pour les gars, c'est pas juste pour. Tu sais, c'est tout le monde. On veut que vous allez au gym. Puis c'est encore plus important pour les femmes parce que souvent, j'ai l'impression que cette population-là, elle va moins être rejointe par le gym, l'entraînement en résistance. Mais pourtant, c'est probablement la population qui pourra en bénéficier le plus. Non, c'est sûr. C'est sûr parce qu'on le voit que l'ostéoporose touche plus les femmes que les hommes, donc ça pourrait être une des raisons, là, justement, là. C'est ça. C'est Puis pour continuer là-dessus, on sait aussi que l'entraînement en résistance, ça va prévenir le risque de chute aussi, parce que dans le fond, on va avoir une meilleure coordination neuromusculaire, un meilleur équilibre, puis une plus grande force musculaire. Fait que tout ça ensemble, ça fait qu'on a moins de chances de tomber par terre, de faire une chute en premier temps. Donc, tu sais, imaginez, là, vous avez plus beaucoup de force musculaire, vous avez plus beaucoup d'équilibre, vous êtes à risque de chute. Là, votre densité minérale osseuse est faible, fait que vous avez plus de chances de vous fracturer quelque chose. Fait que toutes ces affaires-là ensemble, ça rend les gens vraiment fragiles. mmh. Fait que, tu sais, c'est vraiment l'outil le plus efficace qu'on a, tu sais, pour prévenir ça. Non, c'est sûr. La personne qui a l'équilibre pour faire des lunges, tu sais, c'est sûr, pour faire des fentes, là, c'est impossible que cette personne-là, elle chute après ça, là. Tu sais, si tu as de la proprioception pour faire des squats, pour faire des lunges, pour, tu sais, te déplacer, faire de la course, peu importe, là, c'est impossible après ça que tu arrives puis là que tu as quand même un risque de chute, mais on s'entend que ça prend beaucoup plus de capacité pour faire l'entraînement à résistance. Donc après ça, dans ta vie de tous les jours, tu sais, cette même personne-là qui serait capable de faire des fentes, si elle se penche pour ramasser sa manette de TV, ben, elle va pas se fracturer son fémur, là. C'est impossible, là. C'est ça. C'est ça. Fait que on a moins de chances de tomber, puis si on tombe, on est plus résilient. Fait que Exactement. c'est comme, tous les éléments sont là. Puis, tu sais, on a parlé de maintien de masse musculaire, maintien d'un meilleur équilibre, tout ça. Mais toutes ces affaires-là ensemble, ça permet aussi de pouvoir continuer à faire les loisirs et les activités qu'on aime, de pouvoir continuer à faire nos activités de vie quotidienne, tu sais, pour rester autonome, rester chez soi plus longtemps, s'occuper de nos affaires, être dans nos affaires. Pas besoin d'aller à l'hôpital, en centre d'hébergement parce que on s'est fait mal ou on n'est plus assez fort pour s'occuper de nous-mêmes. Tu sais, là, on maintient toutes ces fonctions-là, puis la qualité de vie, les gains en qualité de vie qu'on observe à partir de ça, c'est comme, tu sais, moi, ayant pu côtoyer des personnes âgées pendant mes stages, puis voir, tu sais, de quoi ça a de l'air, tu sais, moi, si je pouvais m'empêcher d'arriver à ce niveau-là, puis de
prolonger le temps que je suis autonome puis en santé. Comme il n'y a rien qui a plus de valeur que ça, on dirait, pour moi, là. C'est sûr. C'est pathétique des fois de voir des gens qui ont sûrement eu une belle vie, puis là, se ramasser là, Mm. dans cette situation-là. C'est vraiment triste de voir ça. Donc, oui, donc c'est sûr que pour nous autres, maintenant qu'on sait ça, ces gens-là, souvent à l'époque, il n'y avait pas autant de connaissances par rapport à ça, là. Donc, c'est pour ça qu'on fait le podcast aujourd'hui pour vraiment répandre la bonne nouvelle que l'entraînement à résistance, ça a vraiment des bénéfices. Là, apparemment que ça viendrait également améliorer la fonction cognitive. C'est quoi l'information par rapport à ça? Mais dans le fond, c'est juste, ça a été observé, dans le fond, dans les études, les gens, surtout, c'est surtout des études qui sont faites sur les populations plus âgées. Puis on a vu que les gens qui pratiquent de l'exercice, puis je pense que ça, c'est comme exercice de résistance, exercice aérobie aussi, les deux, ça vient faire un peu la même chose, mais ça vient améliorer la fonction cognitive. On voit que ces gens-là maintiennent leur fonction cognitive plus longtemps dans le temps, comparé à ceux qui sont inactifs et qui ne bougent pas. Puis Hmm, dans le fond, les mécanismes qu'on a identifiés qui pourraient l'expliquer, c'est qu'il y aurait une augmentation des facteurs neurotrophiques dérivés du cerveau, puis on aurait une augmentation du flux sanguin euh, dans le cerveau lié à la pratique de l'exercice. Donc ça, c'est des choses qui viendraient maintenir et améliorer notre fonction cognitive malgré le vieillissement. Fait que, c'est fort. honnêtement, ça, c'est un autre point super important, je trouve, pour le vieillissement en santé. Euh, Honnêtement, tu sais, qu'est-ce qu'on voit dans les médias de Alzheimer, Ouais, non, démence, tout ça, tu sais, même si toute notre physique est en santé, si on perd notre tête, euh, on tu peut sais, ça, rien ça faire. non plus, c'est une vie que j'ai pas le goût de vivre, là. Puis j'ai pas le goût de faire vivre ça à mes proches non plus, de plus être là, de plus être capable d'être présent pour vivre la vie. Je pense que c'est un cauchemar, là, vraiment. Ah, c'est sûr. Ok. Vraiment, là, au niveau du vieillissement, c'est là, je pense qu'on va faire les plus gros gains. Puis, Hmm. tu sais, nous, notre génération, on est super jeune encore. Fait que peut-être que ça nous rejoint moins. Puis, nous, de temps qu'on se rende ce niveau-là, on ne sait pas la technologie, qu'est-ce qui va se passer. Peut-être qu'on n'aura même plus à s'en faire à rendu là, l'avancée de la médecine et tout ça, les robots, etc. Mais pour les gens, tu sais, qui ont 45, 55, 65, genre, tu sais, eux, il y aura pas cette révolution-là va pas arriver, là. Ils vont vivre le vieillissement normal comme on le voit aujourd'hui. Puis je pense que ces gens-là, il y a vraiment des gains à faire, puis c'est vraiment important qu'ils se mettent à faire, à être actifs. Hmm. Mais souvent, c'est une combinaison parce que les gens ont tendance quand ils pensent à leur santé, ils ont tendance à penser à l'entraînement aérobique, mais là, ça serait vraiment venir faire une combinaison d'entraînement aérobique puis d'entraînement à résistance pour vraiment venir optimiser sa santé à long terme puis prévenir le vieillissement. Mm, c'est ça. Fait que c'était ça pour le vieillissement. Puis là, point numéro 4 que je trouve quand même vraiment intéressant, puis qui est un peu lié au vieillissement aussi, c'est la résistance au traumatisme puis à la maladie aiguë. Fait que pour commencer, on va juste expliquer un peu c'est quoi le rôle des protéines musculaires dans notre métabolisme normal. Fait que dans le fond, quand on n'a pas mangé depuis un moment, puis qu'on a fini de digérer, qu'on est comme en état un peu de jeûne, ben, les muscles, puis les protéines dans les muscles, ça va être notre réservoir principal pour remplacer les acides aminés sanguins qui sont nécessaires au maintien puis du fonctionnement normal du corps. Parce que, tu sais, tout notre corps veut pas, nos cellules ont toutes fait un peu de protéines. Fait que notre corps, on a tout le temps besoin de former des nouvelles protéines pour maintenir notre corps en fonction, en marche. Fait on a tout le temps besoin d'acides aminés pour faire ça. Puis les muscles, c'est notre réserve d'acides aminés dans notre corps. Puis les acides aminés vont aussi servir à être les précurseurs de la néoglucogenèse hépatique. Fait que dans le fond, ça, c'est quand les acides aminés vont aller dans notre foie, puis on va pouvoir faire des glucides à partir de ça pour avoir de l'énergie. Donc, c'est une réserve d'acides aminés. Fait que c'est comme un peu les blocs, les blocs Lego un peu, qu'on pourrait dire, qui bâtissent les protéines qui sont utiles au fonctionnement de notre corps. Mais on peut aussi prendre ces acides aminés-là puis les transformer en sucre, en énergie
pour pouvoir survivre si on n'a pas de nourriture. Mhm. Enfin, quand on a quelqu'un qui est en malnutrition puis en famine extrême, c'est quelqu'un qui peut vraiment mourir de faim, ben, la cause de la mort, ça serait souvent la déplétion de la masse musculaire. Parce que Ok. la masse musculaire, si on n'en a plus, notre corps ne peut plus faire les protéines nécessaires à son fonctionnement. Puis, c'est souvent la dernière réserve d'énergie aussi, à- aussi avec la masse adipeuse, là, mais il faut qu'on ait plus de masse adipeuse, ça va être les protéines des muscles qu'on va utiliser comme énergie. Fait que quand on n'a plus de masse musculaire, c'est vraiment ça qui vient mettre fin à nos jours quand on est en situation de famine extrême. Bon, fait que si on se fie à ça, si il venait à nous arriver quelque chose, un traumatisme, un arrêt cardiaque, n'importe quoi qui nous amène aux soins intensifs, bien là, notre état de stress critique de notre corps va augmenter notre demande en acides aminés parce qu'il y a tellement d'inflammation, tellement de choses qui se passent. Le corps a besoin d'utiliser des acides aminés pour essayer de survivre puis pouvoir garder notre corps en vie. Fait que même en présence d'un soutien nutritionnel agressif, qu'on va voir souvent aux soins intensifs, ben, la demande en acides aminés souvent va être supérieure, puis elle va gruger nos réserves de muscles pour permettre au corps de survivre, de maintenir ses fonctions. Donc, ben, quand on a un état de stress critique, puis que arrive aux soins intensifs, puis est déjà malnutri, déjà une faible masse musculaire, ben, on peut voir que le pronostic pour cette personne-là, donc les chances qu'elle s'en sorte sain et sauve, ben, sont plus faibles. Puis également, si on est déjà malnutri, on a déjà une masse musculaire faible, puis que là, on vient être malade aux soins intensifs, puis qu'on brûle beaucoup, beaucoup de nos protéines de muscle qu'on n'a déjà pas beaucoup, ben même si on survit, ben le rétablissement va être super difficile parce qu'on était déjà faible, puis là, ça va nous affaiblir encore plus. Puis là, il faut réapprendre à marcher, se remettre à être actif, mais on n'a plus de masse musculaire, on n'a plus rien. Donc, ça va vraiment être un mauvais pronostic pour ces gens-là. Donc, veut pas avoir plus de masse musculaire, c'est un peu un effet protecteur contre si jamais il nous arrive quelque chose puis qu'on se retrouve aux soins intensifs. Ah, ouais, c'est ça. Dans le fond, là, de manière générale, si on veut résumer ce point-là, parce que Ouais. c'était quand même complexe, mais c'était très bien expliqué. Mais de façon générale, plus on va avoir de masse musculaire, surtout en vieillissant, donc si on est capable de maintenir un bon niveau de masse musculaire, on va avoir une meilleure capacité tampon pour euh, passer à travers des maladies, puis de la période de réhabilitation après ces maladies-là, ces traumatismes-là, peu importe. C'est même pour toi puis moi, là, si jamais on a un accident de voiture, ce que je souhaite à Ouais. aucun de nous deux, puis je souhaite à personne non plus, là, si nous arrive quelque chose puis qu'on se retrouve aux soins intensifs, un gros traumatisme comme ça, ben, avoir plus de masse musculaire, dépendamment, ça peut mettre plus de chances de notre côté qu'on s'en sorte mieux. Hmm. Ça Ouais. ne va pas garantir rien, Non, c'est sûr, mais mais bon. Puis, autre point, si on va aller un peu plus en détail, c'est vraiment au niveau de la réduction de la mortalité qui est liée au cancer. Dans les études que j'avais mentionnées au début, on a vu qu'une réduction de mortalité liée spécifiquement au cancer, mais il y a aussi une amélioration de la qualité de vie. Là, je vais expliquer ça. Dans le fond, qu'est-ce qu'on a vu, c'est que les gens qui ont le cancer et qui ont une plus faible masse musculaire vont être plus à risque de complications et de mortalité liées au cancer. Puis ça, comment que ça s'explique? C'est que souvent, ces gens-là vont être victimes de ce qu'on appelle la cachexie. La cachexie, c'est quand on est super malade, là, on va avoir une fonte musculaire puis une fonte de tissu adipeux qui va se passer super rapidement, là. C'est un problème au niveau métabolique, qu'on va dépenser vraiment beaucoup d'énergie, puis on va perdre presque toute notre masse musculaire. Donc, si au départ, on avait plus de masse musculaire, ben, encore une fois, on a comme un effet tampon, on est un peu protégé contre ça. Puis, qu'est-ce qu'on a remarqué aussi chez les gens qui ont le cancer, c'est que les gens qui font de l'entraînement de résistance, c'était supérieur à ceux qui faisaient juste de l'entraînement aérobique pour réduire le risque de mortalité. Puis ça s'explique probablement par la même affaire que je viens de dire, dans le fond, qu'on va mieux maintenir notre masse musculaire. Puis finalement, ben, on a vu que, aussi vu dans des études, que les gens qui font de l'activité physique, surtout de l'activité de résistance, ben, ça va améliorer leur qualité de vie parce que ça leur donne une activité
à faire, puis ça va améliorer leur fonction physique, puis aussi leur fonction psychosociale, réduire leur risque de complications, réduire leur risque de mortalité, etc. Donc, même si on aurait un diagnostic de cancer, ce qui est vraiment pas le fun, ben si on a fait de l'activité de résistance avant, qu'on en fait pendant, ben ça augmente nos chances de survie, puis ça va rendre la maladie moins pire, moins chiante, comme on peut dire, à vivre. Hmm, vraiment intéressant. J'ai rien à rajouter là-dessus. Vraiment, là, t'as tout bien expliqué. Ouais. Fait que garder ça en tête, c'est tous des points super que je trouve super importants. Puis, comme pour venir finir là, vraiment le contenu de cet épisode-là, c'est quelque chose qui est peut-être plus, qui est important pour tout le monde, mais peut-être qui va plus rejoindre les gens de notre génération probablement, c'est que l'exercice physique, puis là, c'est peut-être moins spécifique à l'exercice de résistance. L'exercice physique, en général, ça va améliorer notre santé mentale. Puis Mhm. comment que ça va faire ça? Ben, c'est qu'on a vu dans les études que l'activité physique, ça vient réduire les symptômes d'anxiété, réduire les symptômes de dépression. Puis ça, on a vu ça sur diverses populations, que ce soit des adolescents, des adultes, des personnes âgées. Donc, tous des symptômes qui sont pas intéressants, qu'on veut pas avoir, des maladies qui peuvent se développer, que ça nous intéresse pas non plus. Ça vient aussi réduire les symptômes de fatigue. Puis pour les gens qui font de l'insomnie, ça a été démontré que c'était positif de faire de l'activité physique, puis ça l'aidait à réduire les symptômes. Ben oui, si je peux rebondir là-dessus, là, par expérience, j'ai jamais été victime, jamais eu des problèmes d'insomnie. Mais la vérité, c'est que quand j'étais jeune, encore jusqu'à aujourd'hui, là, ça s'est un petit peu calmé, là, mais quand j'étais jeune, là, vraiment, là, j'étais hyper actif. Là, vraiment, il fallait que je bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ma mère, elle m'amenait dans le parc le soir, puis elle me disait, vas-y, cours. Puis là, je courais pendant 2 heures de temps, jusqu'à un épuisement le plus complet. Donc, ça me prenait cette activité physique-là pour être capable, d'après ça, aller dormir. Parce qu'il y a des journées où j'étais inactif jusqu'au cégep à peu près. Là. Si j'étais inactif dans ma journée, je dormais pas. C'était impossible. Donc, le gym à ce moment-là, ou peu importe, n'importe quel sport, activité physique, c'est vraiment venu m'aider pour venir réguler mon sommeil. Puis de cette façon-là, je suis vraiment capable de dormir genre de 8 à 10 heures, vraiment un sommeil de qualité, me réveiller le lendemain puis être frais. Là, tu sais. Donc, ça a vraiment un impact incroyable. Puis juste de façon générale sur la santé mentale, là, je pense sincèrement que trois quarts du monde, si c'est même pas plus, continue de faire de l'activité physique à cause des bénéfices sur la santé mentale. Sincèrement, je pense vraiment à ça. En tout cas, dans mon cas, c'est ça vraiment qui me motive. C'est pas mon seul facteur motivant. Là, c'est sûr que l'idée d'avoir des PR, là, des nouveaux records personnels, de lever de plus en plus au squat, au bench, au deadlift, d'améliorer mon temps en vélo, d'avoir une meilleure moyenne au bâton, au baseball, peu importe. Tout ça, c'est des facteurs motivants qui font partie intrinsèque du sport. Mais la réalité, c'est que on vit dans un monde qui est tellement stressant. On sent l'impact des réseaux sociaux, on sent l'impact du monde. On est dans un monde de performance tout le temps, au travail, tout ça. Donc, juste d'arriver dans une activité qui a pas de règles fondamentalement. On fait juste à payer sa passe de gym. On va au gym, on fait ce qu'on veut. Il n'y a pas de règles vraiment. On peut juste s'amuser. On s'entraîne. C'est notre monde. On peut faire ce qu'on veut. Il y a quelque chose de très. On est en paix avec notre corps, je trouve, là, quand on s'entraîne, là, vraiment. Là, c'est juste, genre, on se focus sur une affaire, puis c'est bouger notre corps dans l'espace, dans le temps, juste comme s'entraîner. Là, c'est vraiment euh, trop philosophique, là, comment je l'explique, là, mais la réalité, c'est ça. Là, tu sais, on est vraiment capable de juste focuser sur quelque chose. Vraiment, ça a un bénéfice incroyable sur la santé psychologique. Là. En tout cas, faudrait faire de la recherche là-dessus, là, mais juste de façon anecdotique, là, je peux dire que moi, c'est incroyable. Là. Juste partir en vélo puis aller pédaler dans le bois ou tu sais, sur le bord d'un lac, quelque chose, c'est incroyable. Ben, la recherche scientifique, jusqu'à maintenant, semble être super d'accord avec ton expérience personnelle. Puis moi, pour ma part, je suis d'accord aussi que l'activité physique, ça m'amène des bénéfices que, tu sais, je le sais, là, quand que, tu sais, ça nous arrive tous d'avoir des petits breaks qu'on s'entraîne moins ou qu'on bouge moins. Personnellement, moi, ça m'affecte quand même beaucoup, puis je m'en rends compte. Puis quand que je me remets à bouger, je me remets à aller au gym, je vois tout de suite les bénéfices, puis genre, je me sens juste mieux. Puis comme, pourquoi, je pourrais pas l'expliquer. Est-ce que c'est
c'est parce que mon corps, il se sent mieux, fait que là, ça fait que ma tête se sent mieux. Est-ce que c'est l'activité qui amène un certain bénéfice? Je peux pas l'expliquer. Je pense pas qu'il y ait vraiment de mécanisme établi non plus pour le dire. Tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui parlent d'endorphine. Je suis même pas convaincu que c'est vraiment un vrai mécanisme qui existe, là. Mais Mm. en tout cas, puis pour revenir aussi au niveau de la fatigue, il y a beaucoup de gens aussi qui sont, en tout cas que moi je connais dans ma vie personnelle, tu sais, qui vont me dire qu'ils sont sédentaires, qui vont pas, ben pas qu'ils vont le dire, mais que je sais qu'ils sont sédentaires, puis là ils me disent qu'ils sont fatigués, puis que, tu sais, ils voudraient faire de l'activité physique, mais ils n'ont plus d'énergie après le travail, ils sont fatigués. Mais, puis là, ils attendent, ils disent, ah, mais quand je vais être reposé, là, je vais aller faire l'activité physique. Là, je vais aller m'entraîner, là, je vais faire ce que tu me dis. Mais des C'est fois, l'inverse. des Général. fois, faire l'inverse, ça pourrait quasiment être plus efficace parce que aller faire l'activité physique, ça va améliorer notre sommeil. On va s'endormir plus facilement, on va avoir un meilleur sommeil. Puis aussi, c'est montré que ça diminue les symptômes de fatigue. Fait qu'est-ce que ça diminue parce qu'on dort mieux après l'activité physique ou est-ce que l'activité physique directement fait qu'on se sent moins fatigué? Je ne sais pas, mais je suis convaincu que plus de gens qui ont de la misère avec des symptômes de fatigue, qui ont de la misère à dormir, puis qui sont sédentaires, essayer de mettre de l'activité physique dans leur vie, je suis sûr que ça les aiderait. Ah oui, c'est sûr, là. Viens pas me dire après une journée de travail au bureau, puis là, tu viens de faire du transport, dans le transport en commun ou dans ton char, puis là, dans le fond, ça fait comme 9 heures que tu es juste assis, concentré sur quelque chose, sédentaire. C'est sûr, tu es fatigué, là, tu sais, je te Mhm. dirais, il y a comme un épuisement psychologique, Mhm. mais la réalité, c'est que tu pas épuisé au niveau physique, c'est juste psychologique, là, tu sais. Donc juste l'idée de d'arriver puis attacher ses running puis aller partir à courir ou juste aller au gym, juste, tu sais, mettre ses écouteurs, rentrer dans sa bulle, juste aller au gym, juste commencer tranquillement à se réchauffer 5-10 minutes sur le tapis ou juste commencer à faire un warm-up au squat ou peu importe, là. Puis vraiment, moi, je me réveille instantanément, là, tu sais, vraiment, là, c'est là, je dirais que tu prends vie parce que je pense, fondamentalement, l'humain est fait pour bouger, là, tu sais, Mhm. on revient à la base, là, tu sais. Je suis tout à fait d'accord avec toi, puis la grande majorité des gens que je connais qui sont actifs, ils vont dire la même affaire. Ben oui. Puis moi, au début, quand j'ai commencé à vouloir commencer à être actif, c'était un problème que j'avais parce que tu sais, je finissais ma journée d'école, puis là, j'étais fatigué, puis j'étais comme, mais voyons donc, j'aurai jamais d'énergie pour aller à ma pratique de sport, j'ai pas d'énergie pour aller m'entraîner. Mais finalement, tu y vas, puis après 5 minutes, finalement, tu as de l'énergie, puis ça va bien, puis tu rentres dans ton groove un peu, puis ça va super bien. Fait que, Mm. à Fait que essayer. finalement, si on veut conclure ça, ce podcast-là, entraînement à résistance, entraînement en aérobie, c'est quoi qu'on priorise? Ben, selon la littérature, qu'est-ce que j'ai vu? Idéalement, on veut faire les deux. Parce que dans les articles, qu'est-ce qui est dit? C'est que pour une prévention de la mortalité qui est dite optimale, ben, ça serait de faire les deux, puis ça réduirait jusqu'à 40% de la mortalité de toute cause si on faisait les deux. Incroyable. Là, j'aimerais ça vous partager une image là, pour ceux qui sont en vidéo, Wow! si je suis capable de Hey, le faire. pendant que tu partages l'écran, on va partir une chaîne YouTube. C'est incroyable. Je pensais jamais avoir une chaîne YouTube dans ma vie. Vraiment, là, on y va all-in. On va faire des petits séquences vidéo du podcast. Donc, aujourd'hui, par exemple, dans le podcast, on avait 5 thèmes. Donc, on va faire 5 sections différentes sur YouTube. On va peut-être même faire des YouTube Shorts. Vraiment, là, on se lance dans le contenu. Fait que vas-y, Mathieu, explique-nous ça. Donc, fait qu'on voit bien l'image ici. Je trouve que c'était dans la littérature que j'ai lue, j'ai trouvé cette image-là. Euh, Toutes les références vont être dans la description, là, on va essayer de les mettre. Dans le fond, ça te montre un peu les adaptations qui viennent avec les différents types d'entraînement. ART étant Resistance Training, entraînement de résistance, AT étant entraînement aérobique. Fait que dans le fond, tout ce qui est en vert, ça va être qu'est-ce qui va être commun aux deux types d'entraînement. Qu'est-ce qui est en jaune, les triangles, ça va être qu'est-ce qui est spécifique à l'entraînement de résistance. Puis qu'est-ce qui est en bleu, le carré à droite, ça va être qu'est-ce qui est spécifique à l'entraînement aérobique. Fait que qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que l'exercice de résistance amène presque tous les bénéfices, en plus de pouvoir maintenir la masse musculaire puis de prévenir son déclin. Puis, même chose pour la force musculaire, ça permet de la rendre meilleure et de prévenir son déclin.
Puis le seul élément qu'on vient peut-être moins chercher, c'est au niveau de la fonction cardiovasculaire, que là, vraiment, l'exercice aérobique, ça va vraiment venir spécifiquement aider pour ça. Puis tous les autres bénéfices sont partagés entre les deux types d'exercices. Mais si on a quelqu'un qui veut prioriser un type d'exercice parce que l'exercice physique, c'est pas nécessairement quelque chose qu'il aime faire, c'est pas quelque chose qui a beaucoup de temps à mettre dessus, ça, c'est mon take. Mais moi, ce que je dirais, c'est que faire l'exercice de résistance, puis le faire d'une façon qui va bénéficier le système cardiovasculaire en même temps, ça serait vraiment l'idéal. Parce qu'on va vraiment aller chercher tous les bénéfices possibles de l'exercice, dont la masse musculaire, la force musculaire. Puis on va aller chercher un peu de système cardiovasculaire. Puis comment qu'on peut faire ça? Ben, tu sais, il y a le CrossFit maintenant qui est rendu super populaire. Ça travaille vraiment le cardio, vraiment intense. Sinon, ça pourrait être de faire ces exercices d'hypertrophie dans un genre de circuit, un genre de superset. Fait que dans le fond, on alterne d'exercice en exercice sans prendre de pause. Puis Mhm. là, ça vient vraiment travailler notre système cardiovasculaire, surtout si on était sédentaire puis qu'on n'était pas en forme. Ça va vraiment être un super stimulus à ce niveau-là. Puis peut-être que ça va peut-être un petit peu rendre notre entraînement en hypertrophie en force un peu moins efficace. Mais pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps, je pense que ça vaut vraiment la peine. Qu'est-ce que tu en penses, William? Ben oui, ben, je suis d'accord à 100%. Là. Le point que tu as amené sur le CrossFit, là, pendant longtemps, le CrossFit disait qu'il produisait les athlètes les plus en forme au monde. Je le croirais si on se fie à cette charte-là, là, vraiment qui présente tous des trucs qu'on vient améliorer avec le CrossFit, là, parce on combine euh, l'entraînement à résistance et l'entraînement aérobique. Là, c'est vraiment incroyable. Là, C'est ça. ça amène le meilleur des deux mondes. Là, comment c'est pratiqué après ça, je ne suis pas d'accord avec tout ce que le Ouais. CrossFit fait, mais l'idée de base, là, tu sais, en théorie, c'est exceptionnel, le CrossFit. Là, ça vient produire vraiment là, les humains les plus en forme sur Terre. Là. Ouais, je suis quand même d'accord. Tu sais, ce ne sera peut-être pas les plus forts, mais ils vont être assez forts, ils vont être assez endurants, C'est ils vont ça. être en super forme cardiovasculaire. C'est des, Fait que c'est sûr vraiment que des ça, jack c'est une of bonne all option. trades. C'est des jack of all trades. Sont bons dans rien. Tu sais, c'est les meilleurs dans rien, mais sont bons dans tout. Là. Fait que c'est vraiment C'est ça. impressionnant de voir ça. Fait Puis, que, dans le fond, je pense que ça conclut notre épisode sur l'entraînement à résistance déjà. On pourrait peut-être en faire un autre. On a beaucoup d'autres points qu'on pourrait apporter. Mais t'avais-tu d'autres choses à rajouter avant qu'on parle de nos prochains sujets? non, ben c'est ça. Écoutez, tu sais, si vous êtes quelqu'un qui ne fait pas d'exercice de résistance, ben, puis qui, tu sais, qui recherche avoir une santé optimale, puis vraiment, je pense que ça vaut la peine d'essayer de penser à comment pouvoir l'intégrer dans sa routine. Tu sais, on a mentionné vraiment beaucoup de bénéfices là, au niveau de la santé métabolique, pour la prévention du diabète, prévention des maladies cardiovasculaires. On a parlé d'un vieillissement en santé, meilleure qualité de vie, maintien de la masse musculaire, maintien de la densité minérale osseuse, prévention des chutes, prévention des fractures, meilleure fonction cognitive en vieillissant. On a aussi dit qu'on aurait une résistance au traumatisme et à la maladie aiguë qui serait supérieure à des gens qui ont moins de masse musculaire, qui ne s'entraînent pas. Puis enfin, qu'est-ce qui est similaire à toutes les formes d'exercice? Ça vient améliorer notre santé mentale. Puis on sait que tant qu'à être sur Terre, aussi bien d'être heureux, tu sais, puis d'avoir une meilleure santé mentale possible, moi je pense que c'est super important. Puis, tu sais, ça va améliorer notre estime de soi, on est mieux dans notre corps. En tout cas, ça, c'est peut-être plus personnel à moi, peut-être que toi, William, tu peux témoigner aussi, mais je pense que c'est vraiment bénéfique. Puis, tu sais, on parle de 60 minutes par semaine pour avoir quasiment le maximum de l'effet bénéfique possible. Fait que 30 minutes, 2 fois par semaine, on va atteindre les bénéfices maximales. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps, essayer de le faire, l'exercice de résistance, tu sais, de façon plus rapide, sans pause, pour avoir des bénéfices cardiovasculaires. Peut-être considérer du CrossFit, peut-être, ça pourrait intéresser certains. Euh, Puis c'est vraiment ça là, pour l'exercice de résistance, là. Je pense qu'on Oui, a fait le tour de la question. exactement. Puis, dans le fond, dans un prochain épisode, on va parler d'une personne qui voudrait débuter ou quelqu'un qui est pressé, quelqu'un qui se dit, moi, là, je veux vraiment faire le strict minimum pour avoir les bénéfices dont on vient de parler aujourd'hui en termes d'entraînement de résistance ou même en entraînement en aérobie. Mais dans le fond, on va vous décrire les doses minimales d'entraînement qu'on doit faire pour arriver à avoir un certain bénéfice. Donc, ça pourrait être un de nos prochains épisodes de podcast.
Puis dans le fond, si vous voulez suivre le podcast, on est sur Spotify. Tous nos épisodes sont là de 1 à 5. Là, aujourd'hui, c'est l'épisode 6 que vous êtes en train d'écouter. On va également poster bientôt les épisodes sur Apple Podcast pour ceux qui utilisent cette plateforme-là, Google Balado, et là, potentiellement, sur notre chaîne YouTube qui est Mindset Croissance. Tout s'appelle Mindset Croissance si vous voulez nous retrouver. Puis également, si vous voulez nous suivre sur Instagram, moi, c'est William. Will. Voyons donc, tabarnouche, j'ai de la misère. Hey, j'ai-tu de la misère avec C'est la ton compte. technologie? C'est mon nom, je suis pas capable. Mathieu Davio, vous pouvez le suivre sur matt.davio, tout en minuscule. Et moi à will.black.fitness. Je sais pas pourquoi j'ai pris ce nom-là. C'est compliqué à dire en fin de journée de même. Tabarnouche. À reconsidérer. Oui, à reconsidérer en tabarnouche, j'ai fait ça, ça fait longtemps. J'ai changé depuis ce temps-là. Et également, si vous avez des questions par rapport à n'importe quoi, par rapport au sport, à la nutrition, vous pouvez nous écrire sur Instagram ou sinon laisser un commentaire sur le podcast. Ouais, puis dans la description du podcast aussi, si vous voulez nous envoyer un message vocal, je pense que c'est possible là, s'il y a un petit lien dans la description, si jamais vous voulez nous parler au lieu d'écrire un message tactile. Yep. Puis Fait pour que, ceux qui nous écoutent encore jusque-là, yes, vous êtes des champions. Merci. Vous êtes là, vous écoutez Mindset Croissance quand il y a 9 abonnés. Ça, là, quand on va se revoir à 2 millions d'abonnés, là, vous pourrez dire que vous étiez là. Épisode 6, 9 abonnés. ouais, merci beaucoup de votre écoute. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. J'espère que vous allez peut-être prendre des éléments de ce qu'on vous a parlé, soit pour vous-même, soit pour des gens qui vous sont proches. Fait que vous pouvez partager le podcast si vous avez trouvé ça intéressant, si vous pensez que d'autres personnes pourraient en bénéficier. Fait que merci beaucoup de votre écoute, puis on se revoit pour un prochain podcast une autre fois. À plus. Yeah. Mindset Croissance. Bien sûr.